l'humour pour survivre. L'heure était venue d'aller poser mon popotin sur les bancs de l'école, et à vrai dire, j'ai vécu mon parcours scolaire comme si j'étais coincée dans une salle d'attente pendant 14 ans. Si le monde extérieur m'inquiétait, l'arrivée au collège dépeignait fortement tout ce que la société comportait. J'arrivais dans une sorte de prison dans laquelle le rabaissement et l'injustice étaient monnaie courante. Une des règles principales semblait être « mange l'autre avant qu'il ne te mange ». Et nous n'étions clairement pas là pour rigoler. Comme n'importe quelle adolescente, j'étais dans une période charnière où je me sentais fragile et bien trop émotive pour être suffisamment à l'aise dans mes baskets. J'étais un peu comme Alice au pays des merveilles venant d'un monde coloré qui débarquait dans une jungle sombre et inquiétante. Pour réussir à prendre ma place, je ne pouvais clairement pas compter sur la beauté physique. Autant au primaire, j'étais toute mignonne, autant au collège, j'étais l'une des plus grandes de ma classe. Question allure, je ne ressemblais vraiment à rien. Ma dentition dévoilait un petit chemin de fer que l'on m'avait posé afin de redresser ma mâchoire. Mes cheveux raides s'étaient métamorphosés en cheveux crépus à l'arrivée de mes menstruations en CM2 et je ne savais que faire de ce crin de cheval rebelle sur ma tête. Mes coiffures étaient très créatives. J'étais tout aussi attirante qu'une plante sauvage ayant poussé de travers dans un pot trop petit, ce qui donnait l'autorisation à certains garçons et à certaines filles de me frapper sans raison. Il faut dire que je ne supportais pas trop les injustices en classe, alors j'avais pris la fâcheuse tendance à ouvrir ma bouche lorsqu'un élève était puni à la place d'un autre. Et la vérité était peu appréciée par les petits caïds. J'allais donc devoir trouver quelques subterfuges pour me faire accepter. Le jeu était on ne peut plus clair et j'avais le choix entre deux règles, me cacher pour éviter l'agressivité des autres ou être agressive moi-même pour anticiper les attaques. Une marge de manœuvre relativement étroite et un jeu qui semblait bien trop étrange à mon goût. J'avais juste envie d'être moi, que tout se passe bien et de la façon la plus paisible possible sans me faire systématiquement taper sur la figure. Ceci dit, je comprenais mieux les raisons pour lesquelles les adultes se cachaient derrière tant de faux-semblants. Pour eux, c'était une question de survie qui datait de leur scolarité et a priori, ils avaient perpétré ce fonctionnement dans leur propre vie. Se cacher pour se protéger. Si j'avais eu beaucoup d'intérêt pour l'école primaire qui posait les bases, celui-ci s'était littéralement évaporé dès mon entrée au secondaire. Je restais assise pendant des heures à boire une sorte de diarrhée verbale détaillant les écrits d'auteurs décédés, le Moyen-Âge ou abordant des chiffres incompréhensibles. Mon attention se tournait plutôt sur le sport, la musique ou le dessin. De temps à autre, certains professeurs passionnés réussissaient à capter mon attention en rendant les cours magistraux bien plus vivants et ludiques qu'à l'habitude. Je me souviens de cet exposé sur l'Égypte dont le récit m'avait littéralement embarqué dans une incroyable aventure. C'était absolument génial. Évidemment, ce type de cours était exceptionnel. Généralement, je passais le plus clair de mon temps à me poser des questions sur la vie ou sur le comportement humain au lieu d'écouter le contenu des matières enseignées. J'étudiais le strict minimum pour maintenir ma moyenne et dans l'unique but de faire plaisir à mes parents. Rien ne rentrait dans ma petite caboche et surtout, rien n'y restait. Je me déconcentrais dès que ça ne m'intéressait pas. C'était un véritable combat pour retenir les dates, les noms des personnages phares de notre histoire et ne parlons même pas des formules et autres termes scientifiques à rallonge. Pour m'aider à retenir les cours, je dessinais sur des bouts de papier et les professeurs me sermonnaient en étant persuadés que je n'écoutais pas. C'était pourtant tout l'inverse, cela m'aidait énormément à me concentrer. Nous ne devions pas bouger, pas parler, pas pleurer, pas rire, pas crier de joie, et nous étions dans l'obligation de rester attentifs pendant 7 longues heures. L'horreur. Comparé aux autres élèves pour qui tout avait l'air de bien se passer, je pensais avoir un problème parce que l'école était très compliquée pour moi. Les professeurs me décrivaient comme une enfant dissipée, dotée d'un fort potentiel inexploité et d'un grand manque de concentration. Tu m'étonnes, j'avais envie d'explorer, de faire des trucs, mais en aucun cas de rester assise pendant de longues heures à remplir mon cerveau d'informations qui n'allaient franchement pas être très utiles pour aborder la vraie vie. Celle dont personne ne nous apprenait la subtilité, et encore moins les fonctionnements des humains que nous étions. Nous allions rentrer dans la société comme si nous partions en guerre avec un couteau suisse, une arme de combat trop inadaptée. Soyons honnêtes, personne n'a jamais eu besoin de connaître l'histoire des Mérovingiens dans les moindres détails pour réussir sa vie, si tant est que quelqu'un se souvienne déjà de ce mot.
Pourquoi parlions-nous autant d'un passé qui ne nous serait pas utile pour le futur ? En connaître l'existence, d'accord, mais passer de longs mois à tout décortiquer n'avait franchement aucune véritable valeur d'apprentissage. C'était totalement absurde et pour ma part, ce manque de sens et cette perte de temps m'apportaient beaucoup de souffrance parce que je devais suivre le mouvement sans broncher. Le circuit scolaire nous donnait des outils incomplets pour la suite de l'aventure. L'école m'ennuyait terriblement et pour m'occuper, j'allais trouver un formidable centre d'intérêt. Scruter l'humain. Pendant que la classe étudiait des matières qui ne me passionnaient guère, je m'interrogeais sur la complexité des individus. Chaque jour, je détaillais les mimiques de mes professeurs ou de mes camarades de classe, que je m'empressais de reproduire à la récré. J'accédais très facilement au mimétisme et parfois, en les imitant, j'avais même la sensation de m'accaparer l'intégralité de leur personnalité. Ponctuellement, j'avais l'impression d'être eux, et plus du tout moi-même. Certaines fois, j'avais beau refaire leurs gestes à l'identique, il manquait ce petit quelque chose. Il manquait la subtilité qui les représentait le plus, cette énergie propre à chacun. Lorsque j'observais les grands humoristes, je remarquais qu'ils possédaient cette habileté à reproduire une personnalité dans les moindres détails, y compris tout ce qui les caractérise dans l'invisible. Ils reproduisaient ce qui ne se voit pas avec les yeux, mais ce qui se ressent chez l'autre. Et pour atteindre une reproduction copier-coller aussi fine, ils incarnaient l'autre en passant par un formidable outil, l'empathie. Ils oubliaient le temps d'un instant leur propre personnalité. C'était fascinant. Si j'avais l'audace d'imiter mes profs pour faire rire mes camarades, ce rôle de clown allait être une véritable porte de sortie pour éviter le stress engendré par cette jungle scolaire. L'humour allait devenir mon meilleur allié pour m'intégrer dans cette société. L'humour possédait 2 atouts majeurs. Grâce à la subtilité de ce langage, j'exprimais le fond de ma pensée en évitant de froisser l'autre, mais il était également une énorme soupape de décompression. Grâce à lui, j'étais moins affectée par ce qui m'entourait ou ce que je vivais. Déployer cette partie de moi était une manière de vivre plus légèrement et de contrecarrer toute forme d'agressivité. En poursuivant mon étude, mes imitations se sont élargies aux sonorités, telles que la trompette, une voiture qui passe, un moustique, le claquement d'un fouet, des chanteuses connues et tout ce que je pouvais retranscrire avec ma voix. Mon apprentissage, aussi étrange qu'il eût été, portait également sur le moindre petit bruit du quotidien, comme celui d'un robinet défectueux en classe de chimie, dont les gouttes d'eau tombaient de façon régulière. Elle m'invitait à suivre un rythme. J'accompagnais ces gouttes en claquant mes dents les unes aux autres ou en tapotant mes doigts sur mon bureau. Un rythme africain se créait dans ma tête et je le suivais spontanément. Je me trouvais étrange parce qu'en observant mon entourage, personne n'entrechoquait ses dents pour suivre le rythme d'un bruit ambiant. La seule fois où j'avais tenté d'en parler, les autres élèves m'avaient charrié, alors je préférais m'entraîner en silence. À force de pratique, mes cordes vocales s'affûtaient et pendant certains cours, je réussissais même à siffler des airs de musique avec ma gorge. Les professeurs, intrigués par ce bruit, se mettaient à l'affût d'une bouche suspecte en cherchant tant bien que mal à découvrir qui en était l'auteur. Quel que soit le professeur, je gagnais toujours parce qu'ils cherchaient en fonction d'une logique connue. Pour eux, seule une bouche pouvait émettre ce bruit. Et ils étaient bien loin de s'imaginer que le son puisse sortir d'un tout autre endroit. Ça les énervait beaucoup, mais pour ma part, ça m'amusait énormément. En poursuivant mes investigations, je remarquais des choses troublantes telles que les similitudes qu'il pouvait y avoir entre certaines morphologies ou certains faciès, et je tentais de classer les physiques en différentes familles. Je décortiquais les moindres détails. Je comparais, j'analysais et je me nourrissais de tout. Mains, voix, anatomie, forme, texture de peau, cheveux, attitude, gestuelle, démarche, sonorité, silence, etc. Un minutieux travail de fourmi qui me passionnait. Parfois, en observant les élèves, je ressentais du rejet ou de l'attraction, sans pour autant en connaître la profonde raison. En revanche, il était rarement question d'indifférence. Chacun d'entre eux déclenchait une réaction émotionnelle, quelle qu'elle soit. Au fil des années et à force de pratique, mes imitations devenaient extrêmement précises lorsque la personne possédait une forte singularité, telle que des mimiques particulières ou des tics, mais celles qui me fascinaient le plus étaient des personnes réservées parce qu'elles me donnaient du fil à retordre.
Ce qui les définissait se trouvait ailleurs et cela m'invitait à approfondir ma réflexion. Y avait-il quelqu'un là-dedans ou la coquille était-elle vide ? Plus j'avançais dans cet apprentissage, plus je découvrais que certaines personnalités qui pouvaient sembler sans couleur ni saveur au premier abord ne l'étaient pas forcément. Cette découverte s'appuyait sur des ressentis que je vérifiais en discutant avec elles, en les écoutant s'exprimer ou tout simplement en les observant en silence. Cela m'encourageait bien plus encore lorsque j'adoptais trait pour trait ces élèves si timides et discrets. J'avais la preuve que mon étude s'affinait considérablement parce que je touchais du doigt cette partie invisible. Un individu discret ou introverti n'empêchait en rien sa profondeur d'âme. La seule différence se situait sur le fait que son être était enfoui sous une multitude de couches et ne s'exprimait pas de la même façon qu'un extraverti. Ce type de personne devait être deviné et je ne pouvais la déceler qu'au travers d'infimes détails que je scrutais très attentivement. Finalement, je découvris qu'il y avait de réelles distinctions entre chaque introverti. Certains apparaissaient vides, quand d'autres avaient pris soin de cacher leur essence. Cette étude était déroutante de par ses paradoxes. Nous apparaissions tous aussi différents que semblables. Nos similitudes s'appuyaient sur un appareillage commun tel que le corps, des oreilles, une voix, et nous vivions tous des émotions ou des sensations. Nous ressentions tous de la tristesse, de la joie, et nous éprouvions tous la douleur d'un bras cassé. Mais alors, quelles étaient nos différences ? Elles se trouvaient dans les nuances. Chaque être humain était un véritable nuancier. Chacun de nous se composait d'un large panel de tons, de teintes et de couleurs aussi diverses que variées, que ce soit sur l'aspect physique ou sur la personnalité. Toutes nos particularités me subjuguaient tant et si bien que cet apprentissage me donnait parfois l'impression d'être un vrai caméléon. J'avais la sensation que le fait de prendre ponctuellement leur identité me donnait accès à d'autres parties de moi-même. Si j'arrivais à ce point à les imiter, cela voulait peut-être dire que je disposais de leurs traits de caractère. Est-ce que j'étais comme eux ? Peut-être pas tout à fait, parce qu'il m'était inconcevable de ressembler à ceux dont l'agressivité dépassait l'entendement. J'étais bien trop éloignée de ces élèves qui répandaient la méchanceté et la souffrance sur leur passage. Plus les années passaient, et plus j'enregistrais toutes les corrélations trouvées entre l'invisible et le tangible, recoupant ainsi mes ressentis profonds avec chaque comportement humain. Par ennui des cours et pour éviter le stress de l'école, j'étais en train de me former au langage non-verbal en intégrant les codes sociaux, les différences ou les similarités entre chaque individu. Ce parcours d'analyste sans en avoir l'air et cette soif de comprendre l'humain m'ont apporté bien plus qu'un simple diplôme. Ces outils allaient considérablement m'aider pour la suite de ma vie. Petit à petit, je tissais une gigantesque toile dans ma petite tête. Mon terrain de jeu était plus efficace qu'un simple livre de sciences physiques. Tout était devant moi, chaque être humain, chaque son, chaque émotion, image, comportement, odeur et chaque sensation s'imprimaient dans ma mémoire comme des fichiers sur un énorme serveur. Le développement de ces facultés et l'élargissement de mes perceptions allaient devenir une véritable clé de décryptage vis-à-vis des gens que je croiserais sur ma route. J'étais seule, ok. J'étais nulle, ok. Mais ma curiosité exacerbée amorçait un chemin d'études passionnant sur les fonctionnements humains dont j'allais découvrir toute la complexité.